Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le face-à-face avec Angélique Souche sur NC Première. Bienvenue à tous dans ce nouveau face-à-face. Au menu ce midi, les pesticides, solutions miraculeuses d'autrefois. Ils sont aujourd'hui l'objet de vives polémiques, pointés du doigt en matière de santé publique et d'environnement. Leurs appellations, trop souvent imprononçables, n'en finissent pas d'écumer les tribunaux. La Calédonie négligerait-elle la dangerosité de ces produits au nom de la productivité agricole? Ils portent la voix des deux logiques qui s'affrontent sur le sujet. Mes invités ce midi sont Clément Gandet, responsable de la filière végétale à la Chambre d'agriculture, et Françoise Kerjouan, vice-présidente de l'UFC Que Choisir et membre de l'association EPLP. Françoise Kerjouan, Clément Gandet, bonjour. Bonjour. Alors, une trentaine de recours devant la justice contre la réglementation ces 8 dernières années, c'est beaucoup. Est-ce à dire que la Calédonie est un très mauvais élève en matière de pesticides? La Nouvelle-Calédonie est loin d'être un bon élève, ça c'est sûr. Nos différents soucis étaient d'une part liés à la réglementation, c'est-à-dire à savoir comment elle était rédigée, ce qu'elle contenait, et surtout sur sa mise en œuvre. Et nous avons constaté que la mise en œuvre de la réglementation n'était absolument pas protectrice, en tout cas pas suffisamment protectrice, à la fois de l'environnement, mais surtout de la santé des agriculteurs et de la santé des consommateurs. D'où nos actions successives. Alors Clément Gandet, est-ce que c'est un point de vue finalement que vous partagez? Est-ce qu'on n'est pas très bien loti en la matière en Calédonie? J'ai envie de dire déjà pour commencer, elle a déjà le mérite d'exister sur les produits phytosanitaires à usage agricole, puisque dans tous les produits chimiques qui rentrent en Nouvelle-Calédonie, seuls les produits destinés à l'agriculture aujourd'hui font l'objet d'une délibération. Ces produits représentent à peu près 10% de tous les produits chimiques importés. Donc certes, elle est perfectible et comme tout est perfectible, elle a le mérite d'exister. Après, il y a sûrement des discussions qu'on peut avoir avec des associations comme l'UFC pour la faire évoluer. Et j'ai envie de dire que par contre, ce qui est un facteur déstabilisant aussi bien pour les consommateurs que pour les agriculteurs, c'est effectivement le fait qu'on ait des évolutions permanentes de cette réglementation. Il faudrait qu'on arrive à stabiliser les textes pour que les consommateurs sachent et plus de visibilité et de transparence sur ce qui se passe et que les agriculteurs aussi sachent ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce qu'à titre d'exemple, on avait sorti en 2013 un guide des usages des produits autorisés, donc c'est-à-dire en faire une sorte de manuel pour dire tel produit peut être utilisé sur telle culture, à telle dose, avec tel délai avant récolte, etc. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'on ne sort plus de guide parce qu'on ne sait plus exactement ce qu'il faut mettre dedans. Donc, la réglementation a le mérite d'exister dans le domaine agricole, elle expire. Par contre, effectivement, la position de la Chambre d'agriculture, c'est d'écouter aussi les attentes des consommateurs, parce que c'est eux qui consomment les produits, et de voir comment on peut arriver à un texte qui sera pas gravé dans le marbre, mais au moins qui donnera de la stabilité sur quelques temps, quoi. Alors cette réglementation, finalement, elle est essentiellement, on va dire, au cœur du problème. Il y a 2 listes. Une liste des molécules autorisées sur le territoire et puis une liste des produits, vraiment des produits phytosanitaires homologués, donc les agriculteurs peuvent utiliser. Françoise Kerjouan, qu'est-ce qui pose problème? Ce sont les produits en eux-mêmes, ce sont la quantité? Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Alors les deux. D'une part, sur les substances, ce qu'on appelle les substances actives, qui sont les molécules qui sont utilisées, une grande partie est ce qu'on appelle dans notre langage CMRPE, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques et perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que ce sont des molécules qui sont quand même très lourdement chargées et qui ont d'énormes conséquences. Là, en l'occurrence, pour la santé humaine et la santé des agriculteurs qui les épandent. Et on a des molécules qui sont extrêmement toxiques pour l'environnement. Un exemple bien connu, c'est ceux des néonicotinoïdes, très toxiques pour les abeilles. Et donc, ces molécules-là nous posent problème. Nous souhaiterions les voir éliminés du territoire. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, sur les produits homologués, alors il y a toute une autre série de problèmes qui sont est-ce que ces produits... D'abord, qu'est-ce qu'ils contiennent? Donc, on revient en fait à la molécule qu'ils contiennent. Et ensuite, dans quelles conditions sont-ils utilisés? Pour quels usages? Et là, on a un véritable problème. On est quelquefois obligé d'adapter les usages parce qu'on a des usages très particuliers en Nouvelle-Calédonie. On est obligé d'adapter les conditions d'utilisation. Je donne un exemple. Certains produits ne doivent être utilisés que par des agriculteurs avec des protections individuelles. Alors, on sait ici que les protections individuelles, donc les combinaisons, les combinaisons et masques, chaussures, etc., ne sont pas forcément utilisées parce qu'il fait très chaud.
et en plus ne sont pas forcément de très bonne qualité. Il y a eu des études qui ont été faites au niveau européen où, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais une part très significative des protections individuelles qui étaient vendues aux agriculteurs étaient inefficaces. Alors Clément Grandet, je vous voyais hocher de la tête, affirmer, est-ce que cette finalement non-protection des agriculteurs eux-mêmes par rapport à l'usage de ces produits est une réalité ? Alors, c'est vrai que la notion de pays est importante, ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle, puisqu'effectivement, comme ça a été souligné, la personne qui est en première ligne, on va dire, c'est l'agriculteur, puisque c'est lui qui manipule le produit. Donc effectivement, le premier niveau, c'est la protection de l'agriculteur. Donc c'est pour ça que c'est un problème qui est un vrai problème en soi, puisqu'effectivement, en Nouvelle-Calédonie, on a comme des conditions chaudes, etc. Donc il faut trouver des équipements adaptés. Donc après, les choses avancent. On travaille avec la direction... Très clairement, aujourd'hui, les agriculteurs se protègent-ils ou pas ? J'ai envie de dire, il y a des gens qui se protègent, d'autres qui se protègent moins. Et c'est justement la responsabilité de l'ensemble des organismes qui travaillent avec les agriculteurs de les informer, de les former. C'est pour ça qu'on travaille avec la DTE sur des journées de sensibilisation, avec des démonstrations. Et plutôt que ce soit des administratifs qui expliquent, on essaye d'organiser des journées de sensibilisation où c'est des agriculteurs qui témoignent devant d'autres agriculteurs sur les équipements. Et justement, par rapport aux équipements, il y a de tout, effectivement, dans les EPI. Donc, c'est un terme un peu technique. C'est qu'effectivement, mettre un masque, ça suffit pas. Il faut mettre le masque qui est adapté aux produits qu'on utilise, aux conditions. Donc, il y a une partie sensibilisation et une partie formation qui est importante également, de dire quel est l'équipement qui correspond à quelles conditions, quel produit et quel environnement. Françoise Kerjean. Oui, puis il y a également la façon dont on utilise la protection elle-même. Il y a des études en métropole qui ont montré que les agriculteurs, malgré l'utilisation de ces protections, étaient contaminés parce que quand ils l'enlevaient, ils remettaient en suspension de la poussière. Ensuite, le produit était déposé sur le volant de leur tracteur et il se recontaminait en touchant le volant. Donc c'est vraiment une problématique qui est compliqué, mais qui est absolument nécessaire. Moi, j'ai été très marquée quand il y a eu les reportages sur les récupérations des produits non utilisés. Vous aviez l'agriculteur qui arrivait avec son pick-up, avec les produits en tas à l'arrière du pick-up, et qui était récupéré par donc le personnel de l'entreprise en combinaison intégrale, avec des gants scotchés sur les manches de la protection. Donc on voit qu'on a vraiment là deux niveaux d'appréhension du risque qui est totalement différent. Après, c'est ce que vient d'être dit, justement, ça souligne les évolutions aussi des pratiques, parce que on peut rentrer dans les débats d'experts sur les molécules. Moi, je pense que c'est intéressant aussi de ce débat de parler de ce qui se passe dans les champs. Et on voit l'évolution des pratiques, puisque de plus en plus, ça fait maintenant 4 ans qu'on fait des campagnes de récupération de ce qu'on appelle les PPNU. C'est ce qu'on a vu à la télé récemment. Donc les PPNU, c'est quoi ? C'est soit les produits que les agriculteurs n'utilisent plus, soit parce qu'ils sont plus homologués, soit parce qu'ils sont trop vieux. Il y a des délais d'utilisation. Et aussi, de plus en plus, on voit que les agriculteurs n'utilisent plus certaines molécules, certains produits, parce que les techniques évoluent. Il y a une prise de conscience que certains produits ne sont pas anodins. On ne parle pas non plus, c'est comme les médicaments. Les produits phytosanitaires, si on ne respecte pas certaines règles, ça peut poser potentiellement problème. Donc il y a une évolution. Et on voit que là, on est à plusieurs tonnes de produits qui ont été déjà collectés de PPNU. Après, on parlait des CMR, là, les fameux cancérigènes, mutagènes, etc. Est-ce que ceux-là, vous seriez prêt à essayer à vous en passer ? Alors, justement, je pense que c'est important de recadrer le cadre de quand on parle des produits phytosanitaires ou pesticides, quelle est un peu la situation en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'effectivement, il y a des produits CMR, mais aujourd'hui, les CMR représentent à peine 3% des produits importés. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème, mais c'est pour un peu remettre dans le contexte la situation. 3% en tonnage, en concentration. En tonnage. En tonnage. Je finis ma démonstration. On est loin du problème de la concentration. Et après, si on regarde un peu les chiffres aussi, sur 60% de ce qui est importé en Nouvelle-Calédonie, donc tout pesticide, c'est-à-dire les insecticides, les herbicides, les fongicides, on a 60% qui n'ont pas de classement toxicologique. Ça veut dire qu'ils ne sont pas anodins, mais qui n'ont pas été classés soit irritants, soit nocifs, etc. Parce que quand on regarde le premier volume importé, c'est les insecticides, et on voit que plus de 60% des insecticides, c'est assez récent, c'est une évolution, c'est ce qu'on appelle les huiles minérales. Donc en fait, c'est des huiles qui sont utilisées pour tuer les insectes. En fait, ils sont un peu étouffés. Au lieu d'être tués par un produit qui va attaquer le système nerveux, c'est un produit qui va l'étouffer, en fait, qui va le mettre dans une gaine d'huile. Donc on voit qu'il y a une évolution des pratiques et que finalement, la situation en Calédonie, quelquefois, elle peut paraître pour des gens assez éloignés du secteur assez catastrophique. Et quand on rentre un peu dans le détail, on s'aperçoit que finalement, certes, il y a des produits, il faut pas. Le but, c'est pas de cacher. Il y a rien à cacher. Il y a des produits qui sont problématiques, mais que ça représente qu'un petit pourcentage de ce qui est importé.
en tonnage, effectivement, et qu'en plus, dans ces produits cancérigènes, quand on regarde un peu qu'est-ce que c'est que ces produits cancérigènes, on voit qu'il y a beaucoup d'hormones qui sont importées. Donc les hormones, c'est quoi? C'est des produits qu'on va utiliser pour faire du piégeage. Donc soit on traite la mouche dans le verger, soit on la fait venir dans un piège. Et on voit qu'il y a beaucoup d'hormones qui sont classées cancérigènes. Effectivement, les hormones, c'est très dangereux. Donc, qui rentrent dans ces statistiques, mais le fait d'utiliser ce système de piégeage va éviter de faire un traitement. Il n'y a pas de contact avec l'homme, c'est ce que vous voulez dire? Il n'y a pas de... Alors, direct le contact, ou indirect? il y a l'agriculteur qui va devoir, justement, on en revient aux équipements, bien s'équiper quand il les manipule, parce qu'effectivement, il ne faut pas les toucher à main nue. Mais pour le consommateur, il n'y a pas de contact? Non, puisqu'en fait, les produits sont dans un piège qui est mis dans l'arbre, et le but, c'est d'attirer les mâles ou les femelles sur la phéromone pour casser le cycle de reproduction. Finalement, le fond du problème, c'est bien la mesure de cette dangerosité entre le risque potentiel et le risque réel. La délibération précise bien que pour qu'un produit soit homologué, donc là on parle bien des produits phytosanitaires, il faut qu'il n'ait pas d'effet, je cite la délibération, nocif sur la santé humaine et d'effets inacceptables pour l'environnement. Est-ce que ça, on l'a mesuré ? Ah non, ça c'est toute la difficulté des adjectifs qu'on trouve dans les réglementations, avec entre les effets notables, les effets inacceptables. Alors quel est le risque qui est acceptable et quel est le risque qui est inacceptable? Alors pour l'UFC Co Choisir que vous représentez, pour nous, et EPLP qui se bat également sur ce sujet. Pour nous, à partir du moment où une molécule fait l'objet d'une suspicion, et il y a des listes qui sont faites par des organisations non gouvernementales sur le sujet. À partir du moment où une molécule est classée CMRPE, toxique pour l'environnement, il faut soit qu'elle soit éliminée, soit qu'on soit extrêmement attentif sur son introduction en Nouvelle-Calédonie. Alors côté agriculteur, comment on utilise, on manipule ce principe de précaution? Au niveau de la Position nationale d'agriculture, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui en Calédonie, clairement, on n'a pas l'ensemble des compétences pour pouvoir évaluer tout ce qui a été cité comme risque, etc. Donc, deux options. Soit on ne fait plus rien venir, soit on s'appuie sur ce qui est fait ailleurs, parce qu'on n'a pas les compétences à l'interne. Donc, c'est pour ça que je pense que là-dessus, on commence à avoir quand même des convergences, notamment avec l'UFC. C'est que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la base de travail, ça doit être l'Union européenne, puisque c'est... Ça doit être la référence. Ça doit être la référence, mais ça ne doit pas être l'exclusivité. C'est là la nuance où quelquefois... Enfin, même encore, on n'a pas encore... On progresse, mais on n'est pas encore complètement en phase. C'est qu'on est d'accord que la référence doit être l'Union européenne, qui est un gage de sérieux dans le traitement des dossiers, même si en Europe, il y a quand même des gens qui remettent en question ce qui est validé par l'Union européenne, mais ça fait déjà une bonne base de travail. Et après, il reste des produits qui ne sont pas homologués en Union européenne. Donc là, pareil, l'idée, c'est de dire, soit on fait les analyses de risque localement, mais après, est-ce que la Calédonie a les moyens de faire des analyses de risque? Je pense qu'il y aura peut-être les compétences humaines, mais en termes de mobilisation de ce que ça représente, on peut se poser la question d'opportunité. Donc c'est prendre des références. Donc nous, clairement, au niveau de la Chambre, on dit que l'Australie et la Nouvelle-Zélande doivent être considérés comme des pays également de référence. Alors, je vous interromps là-dessus. Justement, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est finalement eux qui nous pourvoient en fruits et légumes. Qui nous nourrissent, oui. Importés, essentiellement. Et quand on voit justement le dernier contrôle, notamment de 2013, en termes de résidus sur le produit que va consommer le consommateur, les produits importés sont beaucoup plus, finalement, porteurs de résidus chimiques. Est-ce que ça peut être un bon référentiel, Françoise Clergeau? Alors, il y a deux choses. Pour les produits les produits phytosanitaires qui viendraient d'Australie et de Nouvelle-Zélande, nous, on est extrêmement dubitatifs. Les Australiens eux-mêmes ont reconnu que leur procédure d'homologation n'était pas au point et qu'il fallait la revoir. Ils ont été un des derniers pays à interdire l'endosulfan, donc il y a un réel souci de ce point de vue-là. Les cultures sont différentes. Les modes de culture sont différents. On a des cultures sur des grandes surfaces, donc on n'épand pas à proximité des habitations. Donc on a des modes d'utilisation de ces produits phytosanitaires qui sont très différents. Donc là-dessus, extrême prudence. Ensuite, faire venir de ces produits, pourquoi pas, mais à condition que véritablement, ils remplissent un vide. C'est-à-dire que c'est pour faire face à quelque chose qui n'est absolument pas pourvu par ailleurs et pour laquelle il n'a absolument pas d'alternative. Or, nous n'avons jamais vu la démonstration claire lors de différents comités que c'était le cas. D'où notre inquiétude. Après, pour ce qui concerne les résidus dans les fruits et légumes, oui, il y a un réel problème sur l'importation. Nous souhaiterions que, à minima, les importateurs demandent que ce soit des produits aux normes européennes qui soient importés en Calédonie. Ils ont sans doute des difficultés à l'obtenir, mais il faut absolument qu'on tende vers ça.
Clément Grandet. Je pense que ça, effectivement, ça illustre bien la situation. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, malheureusement, on n'est pas capable, encore au niveau de l'agriculture locale, de fournir à 100% les besoins des Calédoniens. Donc, c'est l'objectif, d'ailleurs, c'est plus on arrivera à produire localement, mieux ce sera, puisqu'effectivement, sur la production locale, on a des leviers, parce on a très peu de leviers sur la production néo-zélandaise et australienne. Clairement, vu la taille du marché calédonien, ils ne vont pas produire selon nos normes. Donc, j'ai envie de dire, plus on favorise la production locale, plus on a des leviers et on peut plus facilement la contrôler. Après, au niveau des dépassements, on voit que justement, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, les LMR en Nouvelle-Calédonie sont à 90%. LMR, donc les limites. En fait, on va dire les limites maximum de résidus. Donc, en fait, c'est les indicateurs de contrôle des résidus. On voit que dans la dernière mouture qui a été sortie par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on est à 90% sur des normes européennes. Donc on voit que finalement les produits calédoniens arrivent plus facilement, je parle des fruits et légumes locaux, finalement respectent plus les normes européennes que les produits australiens de Nouvelle-Zélande. Donc ça montre que finalement, quand on parle ou qu'on décrit une situation apocalyptique sur la production locale, on voit qu'on s'en sort quand même finalement pas plus mal que nos voisins australiens et néo-zélandais. Et sur ce point, parce que ça intéresse... Pour finir, ça montre aussi qu'aujourd'hui, la plupart des produits phytosanitaires qui sont importés et utilisés par les agriculteurs, même si effectivement ce n'est pas que des produits européens, mais on est à quasiment les 2/3 des produits utilisés par l'agriculture calédonienne sont des produits européens. Donc les produits australiens et néo-zélandais sont loin de représenter la majorité des pesticides utilisés en Nouvelle-Calédonie. Sur ces produits, parce qu'il y a finalement, si j'ai bien retenu, 70% dans les tests qui ont été faits des échantillons où il n'y a aucun résidu dans cette production locale. Quels sont les bons élèves? On a comme idée que le chouchin est particulièrement et vraiment le mauvais élève en termes de pesticides. En fait, ça, pour rassurer les Calédoniens, qu'est-ce qu'il faut manger localement de préférence? Alors moi, j'ai envie de dire, il faut manger idéalement un peu de tout, puisque le chouchin, il traîne une mauvaise réputation depuis l'année 2007, où on avait trouvé des résidus de thermicides dessus. Après, il a eu sa réputation qui a été très vite faite, puisqu'en fait, on avait retrouvé des choses qui étaient à la peine à la limite de détection, donc on était bien en dessous des LMR, et en plus, il y avait quand même assez des doutes sur savoir est-ce que c'était réellement un résidu ou le produit de dégradation d'un autre, enfin une contamination croisée, etc. Mais bon, c'est pas le débat. Ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, grosso modo, les produits locaux sont quand même ont un taux de conformité supérieur aux produits importés. Donc, j'ai envie de dire, si manger local, si finalement avoir des garanties intéressantes. Après, on voit que de plus en plus d'agriculteurs s'engagent dans l'évolution de leurs pratiques agricoles. Il y a des démarches qualité qui se mettent en place. Il y a des producteurs aussi qui sont en permanence en évolution dans leurs pratiques. Et c'est pour ça que c'est un point que je voudrais aussi souligner. C'est l'occasion de passer le message aussi que choisir. C'est que je pense qu'on est tous conscients que même s'il y a 3, ou après on peut discuter, ça peut être 3, certains diront c'est 10% de CMR. Finalement, le problème, c'est pas tant le chiffre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'à terme, il faut que ces produits, moins on en met, mieux tout le monde se porte. Après, le problème, c'est quels sont les leviers dont dispose l'agriculture locale pour progresser. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un agriculteur, si demain, vous lui proposez un autre produit ou une méthode alternative pour remplacer un produit qu'il utilise, il ira, puisque les produits phyto, c'est des produits qui coûtent extrêmement cher. Finalement, qu'est-ce que vous voulez dire là à Françoise Kerjouan que le combat sur la réglementation, c'est finalement un mauvais combat? Moi, je dis que ce que je dis, c'est que si on veut plutôt que le combat, c'est pour l'amélioration continue des pratiques agricoles, c'est de dire plutôt aidons la profession agricole quand elle réclame d'avoir des vrais centres d'expérimentation qui travaillent sur le maraîchage, d'appuyer ces demandes du monde professionnel. Aujourd'hui, si on prend on parlait du chouchin. Si on prend l'exemple du maraîchage, en Nouvelle-Calédonie, aucun organisme ne travaille à tester des méthodes alternatives aux produits phytosanitaires, à tester des nouvelles molécules, entre guillemets, plus douces ou issues d'extraits de plantes, etc. Donc aujourd'hui, finalement, c'est les agriculteurs eux-mêmes, s'ils veulent progresser, et c'est ce qui se passe, qui font leurs propres essais chez eux, qui quelquefois se prennent des gamelles parce que ça ne marche pas à tous les coups, alors que normalement, ça, c'est le rôle d'un institut technique d'accompagnement agricole. Donc c'est pour dire qu'il y a des réelles lacunes. Le monde agricole avance, mais il manque, si on veut une réelle transition, aller encore plus loin, même si on a déjà des résultats qui sont assez probants, il faut aussi donner les moyens à la profession agricole de l'accompagner. Françoise Kerjouan, là-dessus, effectivement, on ne peut être que d'accord. Il faut effectivement changer les pratiques, il faut que les agriculteurs soient aidés, mais il faut arrêter d'attendre. Il faut maintenant que les choses démarrent, qu'elles démarrent vite, rapidement, que les agriculteurs montent une réelle volonté dans cette direction-là et qu'ils commencent
par demander qu'on élimine un certain nombre de molécules. En demandant eux-mêmes qu'on élimine un certain nombre de molécules, à ce moment-là, les centres de recherche seront bien obligés de les aider à trouver des solutions. Alors. Dans votre logique, Clément Grandet, je voulais vous faire réagir tous les deux à un communiqué de PLP qui a été publié hier, qui répond, alors là, un nouveau feuilleton juridique et qui dit, voilà, si l'on a fait de PLP un bouc émissaire commode, c'est parce qu'il fallait bien tenter de cacher les graves et nombreuses errances des services et surtout, c'est ma question, la vacuité de la politique agricole calédonienne. Quand vous dites on n'a pas d'appui technique, on n'a pas finalement de soutien... J'ai pas parlé de l'appui technique, j'ai parlé de l'expérimentation pour développer des méthodes. Alors, par contre, on n'a pas de levier. Est-ce que ça veut dire ça, finalement, qu'on n'a pas anticipé de lisibilité sur cette politique agricole ? Ce que je peux dire, je vais parler à la place de mon président qui n'a pas pu venir parce qu'il est en déplacement à l'extérieur, c'est qu'aujourd'hui, on a justement rencontré la membre du gouvernement chargée de l'agriculture pour justement parler de ces leviers, etc. Donc, par exemple, s'inspirer de ce qui a été mis en place dans les DOM et qui a eu des résultats assez probants avec un plan éco-phyto, avec une volonté affichée des leviers, des outils. Donc, on a eu une écoute attentive de la part du gouvernement. On espère, et a priori c'est les engagements qui ont été pris devant notre président, de mettre en place ce type de dispositif. Alors concrètement, de quoi parle-t-on ? Par exemple, c'est ce qu'on appelle ces plans éco-phyto, c'est toute une batterie de mesures qui permettent de travailler aussi bien sur l'observation, sur la mise en place, la création d'outils d'aide à la décision, c'est-à-dire quand j'ai des ravageurs présents dans ma parcelle, à partir de quel moment le risque est acceptable ou pas, c'est-à-dire à partir d'avoir des outils un peu de monitoring pour dire je peux considérer que tant que j'ai tant d'insectes par mètre carré, le coût du traitement par rapport au bénéfice n'est pas intéressant, donc autant laisser ça perdre. Donc en fait, le développement de ça, c'est le développement de centres d'expérimentation. Il y a eu au mois d'octobre les assises de du développement rural qui ont été organisées par la province Sud, où un des sujets qui est revenu régulièrement de la part des maraîchers, c'était de dire on souhaite avoir de l'expérimentation sur des variétés tolérantes. Donc je ne parle pas d'OGM, je parle de variétés tolérantes. C'est des variétés qui naturellement sont plus ou moins sensibles à certaines maladies, à certains ravageurs. Tester de plus en plus, il y a beaucoup de produits qui sortent avec des extraits de plantes, un peu comme les huiles essentielles, mais on va dire en biopesticides, ce qu'on appelle nous les biopesticides. En fait, c'est les produits à base de plantes. Aujourd'hui, ces produits-là sont très chers. Il pourrait peut-être avoir des aides au niveau des leviers fiscaux pour que ces produits soient aussi plus, entre guillemets, attractifs au niveau du prix que certains autres produits phyto. Et puis surtout, les problèmes, c'est de les tester parce que utiliser un produit chimique, j'aime bien faire le parallèle entre les médicaments, les huiles essentielles et les produits chimiques, enfin les pesticides, on va dire ancienne génération, les nouveaux, c'est quand vous avez mal à la tête, vous prenez un Efferalgan, le mal de tête va passer. La gestion avec les huiles essentielles, c'est différent. C'est une gestion différente. Et sur les pesticides, c'est pareil. Tout ce qui est biopesticides, l'utilisation de bactéries, de champignons, ça demande un savoir-faire, un accompagnement et surtout de tester parce que ce qui marche en Europe ou même en Australie ou en Nouvelle-Zélande ne va pas forcément marcher dans nos conditions d'humidité, de chaleur, etc. Donc on a besoin vraiment d'avoir des leviers sur l'expérimentation pour pousser la mutation. Françoise Skerjean, vous entendez, j'allais dire, désarroi, c'est peut-être un peu fort, mais finalement cette bonne volonté et ces attentes des agriculteurs ? Écoutez, oui, on l'entend et on est très content. La seule chose, c'est que sur le dossier pesticides et sur ces molécules dont on ne veut plus, le dossier n'avance pas. Alors, peut-être les deux dossiers ont besoin d'avancer en parallèle, mais pour nous, c'est un préalable. Il faut absolument éliminer un certain nombre de molécules. Il faut se dépêcher de le faire. Et regardons si certaines sont vraiment, véritablement nécessaires et dans quelles conditions elles sont utilisées. Actuellement, ça n'est pas satisfaisant. Soyons clairs, on a quand même l'impression que finalement les agriculteurs et en l'occurrence Clément Grandet aujourd'hui, finalement espéraient que les associations que vous représentez, l'UFC Que Choisir et EPLP, les aident à mobiliser les forces publiques sur d'autres dossiers. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire ? Je viens quasiment de répondre. Nous avons un préalable, il faut absolument avancer sur ce dossier pesticides. Moi, je rappelle qu'on a eu des réunions jusqu'au mois d'octobre l'année dernière et puis depuis, blackout total. La dernière chose qui est sortie du gouvernement, c'est le communiqué de presse de cette semaine. On ne peut pas dire qu'il soit très enthousiasmant. Donc oui, nous sommes prêts à discuter, à avancer sur les sujets, mais il faut vraiment que ce soit une discussion et pas qu'on soit sur des positions
dans des guerres de tranchées ou des positions politiques d'un autre temps. Pour avancer sur cette question, Clément Gandet, comment, vous envisageriez une collaboration sur cette question de l'aménagement des listes de produits autorisés ? Après, on est quand même un peu... Enfin, c'est pas l'histoire de l'effet de la poule, mais presque, c'est que, effectivement, on retire des produits, oui, mais moi, je suis là... au niveau de la problématique du monde agricole, c'est que ce que veulent les agriculteurs... aucun agriculteur a d'action dans un fabricant de produits phyto, mais c'est dire si vous retirez un produit, de proposer des alternatives qui soient éprouvées. Donc en fait, c'est la question. C'est que ce que j'entends, c'est qu'il y a un consensus sur le fait de dire il faut travailler à l'expérimentation de nouvelles méthodes, de nouveaux produits, etc. Sauf que là où on a encore une pierre d'achoppement, c'est qu'au niveau des associations, la volonté, c'est de dire on retire, c'est le préalable à pouvoir lancer des choses, alors que les agriculteurs vont dire on va bien retirer. Mais si vous nous retirez des produits qu'on utilise, parce qu'aussi il faut rappeler que ces produits, ils n'utilisent pas pour le plaisir d'utiliser, c'est que c'est des produits qui vont protéger les cultures. Et derrière la culture, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a également le revenu de l'agriculteur. Beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui ont des taux d'endettement assez élevés, des employés. Donc si demain on retire un produit sans proposer d'alternative à l'agriculteur, c'est sa production qui s'effondre et donc du coup, c'est lui qui est impacté au fond. Donc en fait, les deux doivent être traités en parallèle et on ne peut pas traiter l'un avant l'autre. C'est des dossiers qui doivent avancer de fond en parallèle, mais la mutation de l'agriculture doit être accompagnée et on ne peut pas dire aux agriculteurs on va vous retirer vos produits et dans 5 ans, on va vous proposer des solutions. Parce que si jamais on fait ça, de toute façon, on mangera des carottes et des oignons de Nouvelle-Zélande qui seront avec des résidus de produits qu'on n'aura pas voulu localement, quoi. Bon, alors ce qui est clair, c'est que l'objectif des associations, et c'est l'objectif plus largement de la société calédonienne, c'est l'autonomie alimentaire. C'est vraiment ça qu'il faut viser. Maintenant, moi, ce que j'entends, c'est effectivement, on ne peut pas nous retirer un produit si on n'a pas d'alternative. Nous n'avons jamais eu la vision globale des produits disponibles sur différentes pestes ou différentes cultures. Donc, moi, j'ai vu des dossiers où un produit était présenté et il a été refusé parce qu'il y avait des alternatives moins dangereuses. Donc dans ce cas-là, pourquoi ce produit est-il présenté en homologation ? Donc on a véritablement un problème de commencer par trier les produits qui sont déjà homologués, regarder ceux qui sont inutiles et véritablement les éliminer. Qui doit faire ça ? C'est normalement le travail du service instructeur, c'est le travail de la DAVAR d'avoir l'ensemble de ces informations. Après, il y a, par rapport à ce qu'il dit, il y a effectivement quelque chose qui peut semer le trouble et effectivement interpeller. C'est qu'effectivement, dans la liste des produits qui sont homologués, quelquefois, il y a des produits qui ont fait l'objet d'un dossier d'homologation pour être importés une fois ou deux parce qu'il y avait une demande spécifique ou ça a été pour des tests. Le problème, c'est qu'effectivement, ces produits sont après dans des listings, donc on se retrouve avec des listes importantes, c'est ce que je voulais dire un peu en introduction, c'est reparler... Alors c'est 2 à 300 molécules déjà autorisées. Mais ça tombe bien, il n'y a pas de registre, on ne sait pas quelles sont les quantités de produits qui rentrent sur les territoires. On ne sait pas en quantité et on ne sait pas en concentration, on ne connaît pas le tonnage de substances actives qui rentrent. Parce que également, c'est bien beau de dire que seuls 10% des produits phytosanitaires sont consacrés à l'agriculture, c'est 10% du produit, c'est pas 10% des substances actives. Donc quelles sont les substances actives qui rentrent, qui sont consacrées à l'agriculture ? Ça, c'est une vraie question. Et à côté de ça, je vais rappeler une chose, puisque c'était la question du début. Il manque effectivement en Calédonie d'autres réglementations sur les usages de jardin, sur les biocides. Ce sont des réglementations qui sont réclamées par les associations depuis de nombreuses années. Elles sont, paraît-il, dans les tiroirs. Elles ne sont jamais sorties. Clément Gandet, l'une des questions aussi, c'est finalement l'information aux consommateurs. Alors vous le disiez, l'agriculteur moderne se préoccupe de son consommateur. Est-ce qu'il ne serait pas logique finalement que ce débat des pesticides soit un petit peu plus démocratisé, un petit peu plus populaire ? Et apaisé. Est-ce que ça vous ferait peur, ça ? Non, mais je pense que la plupart... Là, il y a des agriculteurs, il y a de plus en plus de journées. L'année dernière, il y a des agriculteurs qui ont organisé des journées portes ouvertes, visite de leurs exploitations. Donc ça montre qu'il y a une volonté de l'agriculteur, de plus en plus de producteurs mettent en place des systèmes de vente à la ferme, justement pour pouvoir parler de vente directe, pour pouvoir expliquer d'où viennent leurs produits, comment ils sont les produits. Donc il n'y a pas une fuite du monde agricole, au contraire. Aujourd'hui, il y a clairement un défaut d'information qui est la porte ouverte à tous les... Et puis une incompréhension. On voit bien que le débat dure depuis des années et à un moment, on dit c'est les écolos contre les agriculteurs. Alors qu'en fait, il y a des points de convergence puisque... Tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait la production locale, l'autonomie.
alimentaire, c'est un objectif qui est partagé aujourd'hui. Après, il y a effectivement, c'est pas qu'un problème calédonien, on voit que de plus en plus la brousse ou les milieux ruraux sont coupés des milieux urbains, et ça ouvre la porte ouverte un peu à toutes les idées aussi. C'est pour ça que je parlais un peu en introduction. Après, on peut effectivement discuter sur les chiffres, mais quand on regarde la réalité, c'est que finalement les pesticides font souvent la une des journaux, télé, mais radio ou presse écrite, et en fait on voit que c'est qu'une partie. J'ai envie de dire, c'est un peu la face émergée de l'iceberg qu'on voit tout le temps, parce qu'il y a énormément de produits chimiques qui sont importés en Nouvelle-Calédonie qui sont soumis à aucune réglementation. Mais c'est ce qu'il y a dans l'assiette des Calédoniens. Oui, mais c'est aussi ce qu'il y a dans leur maison quand on fait des traitements dans les maisons, c'est ce qu'il y a dans leur jardin, l'exposition et pas que dans l'assiette. Alors Françoise Kerjouan, vous vous acharnez sur ces agriculteurs ? Absolument pas. Vous relirez tous les communiqués de presse que nous avons rédigés. Aucun ne s'attaque aux agriculteurs. Il faut quand même être très clair là-dessus. Par contre, les agriculteurs s'attaquent aux associations. Ça, c'est beaucoup plus net. Les politiques aussi s'attaquent aux associations. Donc, les agriculteurs sont en première ligne. Ce sont les premiers exposés. Il faut quand même pas l'oublier. Et nous ne l'oublions pas. Sur cette notion d'information du grand public, c'est sur cet aspect juridique d'ailleurs que se forgent la plupart de vos recours. Qu'est-ce que vous attendez ? Comment ça doit prendre forme selon vous ? Alors, la question est un petit peu compliquée. Ce que nous attendons, c'est que le public comprenne mieux justement tous les enjeux qui sont derrière les pesticides. Il y a clairement une demande du consommateur de manger de façon plus saine, de pouvoir acheter ses produits, j'allais dire les yeux fermés, sans se poser la question de savoir s'il est en train d'empoisonner à petit feu sa famille. Donc il y a clairement une demande du consommateur de mieux comprendre ce qui se passe, et nous aimerions qu'il puisse donner son avis. Et donc qu'il puisse comprendre la réglementation, donner son avis pour savoir si oui ou non les préoccupations de la réglementation répondent bien à ses préoccupations à lui. Et nous aimerions également, c'est prévu, qu'il donne son avis sur l'homologation des produits, à condition d'être informé. Alors actuellement... un grand référendum ? Non, actuellement, les arrêtés d'homologation des produits phytosanitaires sont mis en consultation publique sur le site de la DAVAR, de façon extrêmement confidentielle. Il reste 15 jours, absolument personne n'est au courant, ou presque. Et c'est uniquement l'arrêté qui est mis. Donc on n'a aucun avis d'expert à côté, aucune information complémentaire qui permettrait aux gens de s'interroger ou pas sur l'introduction ou pas de tel ou tel produit. Moi, je vais donner un exemple sur l'environnement. Les néonicotinoïdes, ça fait 2 ans qu'on demande qu'ils soient interdits en Nouvelle-Calédonie, qui est un moratoire dessus, comme en Union européenne. On a énormément d'abeilles en Nouvelle-Calédonie. Elles sont plutôt, jusqu'à maintenant, en bonne santé. Il faut absolument les protéger. Il faut un moratoire sur ce type de produit. Nous n'arrivons pas à l'obtenir. C'est quelque chose que vous pourriez accepter ? C'est une substance dont vous pourriez vous passer, Clément Grandet ? Alors moi, je suis salarié de la Chambre d'agriculture, je ne suis pas agriculteur, producteur de maïs. Par contre, ce que je peux vous dire... Ce que vous représentez ? Voilà. Par contre, l'enjeu abeille, qui vient d'être souligné, est un élément essentiel. C'est que de toute façon, s'il n'y a plus d'abeilles demain, il n'y a plus d'agriculture. Donc, la préservation des abeilles, au-delà du poids que représente tout le secteur de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture, de toute façon... J'ai envie de dire, la meilleure alliée, ou plutôt l'ouvrière numéro 1 de l'agriculteur, c'est son abeille. Donc l'agriculteur a tout intérêt à préserver les abeilles. Donc sur ce sujet comme sur d'autres, c'est justement là où on a besoin de concertation, d'évaluation. Et c'est vrai que l'éclatement des compétences en Nouvelle-Calédonie, entre provinces, Nouvelle-Calédonie, etc., facilite pas toujours la mise autour de la table de tous les acteurs. Mais ce sujet, comme d'autres, c'est des sujets de fond qui doivent être traités parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'abeilles demain, il n'y a plus de production fruitière, il n'y a même plus de production maraîchère parce qu'il y a énormément, même en maraîchage, de plantes qui sont pollinisées via les abeilles. Donc, c'est un enjeu crucial pour l'agriculture calédonienne. Justement, sur ce millefeuille des compétences, l'agriculture est là encore un bon exemple. Le gouvernement a une compétence réglementaire. Les provinces assurent, elles, un soutien technique, un appui technique aux agriculteurs. Est-ce que là-dedans, il manque des choses ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas bien ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas assez ? Alors, ce qui est sûr, c'est que dans ce dossier, chacun a un petit bout de la solution. Donc, il faut que chacun trouve un endroit où il peut apporter son petit bout de solution. Moi, ce que je constate dans les réunions dans lesquelles je suis allée, c'est que très souvent, on est dans des postures pour des raisons X ou Y. Postures politiques, électorales ? Pourquoi pas, oui, par exemple. Et donc, du coup, les dossiers n'avancent pas. Est-ce qu'on peut dire ça, Clément Grandet, que finalement le monde agricole est une cible, en tout cas courtisée électoralement, et que le fond des dossiers n'avance pas ? Dire que ça n'avance pas, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on dans le domaine des pesticides, on a
donne l'impression que tout est noir, alors il y a quand même une évolution du monde agricole. Quand on regarde ce qui est importé, on est quand même bien calé déjà sur l'Europe au niveau des produits et de la toxicité des produits sont pas si toxiques que ça. Alors, toxique ne veut pas dire inoffensif, hein. On est bien d'accord, je ne dis pas que c'est des produits sans impact. C'est pour ça que les réutilisations sont importantes. Après, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous attendez? Vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas de ferme de démonstration, on n'a pas de recherche et développement. C'est qu'aujourd'hui, la profession se mobilise. Un exemple pour comparer, montrer la volonté du monde agricole de progresser, c'est que les contrôles des pulvérisateurs, donc en fait les pulvérisateurs, c'est quoi? C'est des appareils de traitement. C'est que si vous mettez même le bon produit à la bonne dose, si vous avez n'importe quoi comme appareil qui est mal réglé, etc., vous allez envoyer partout, et notamment parler des abeilles. Au lieu que ça aille vers le sol, ça va partir en l'air, donc c'est elles qui vont tout ramasser. En métropole, le contrôle des pulvérisateurs est obligatoire. Ce n'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie. Par contre, on a mis en place au niveau de la Chambre d'agriculture un contrôle basé sur la base du volontariat et on a un technicien qui passe quasiment la moitié de son temps à faire que ça. Donc, c'est-à-dire que les agriculteurs, spontanément, s'inscrivent pour se former. Donc, il y a une volonté du monde agricole de progresser. Après, on en parlait, les fermes de démonstration, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, un des leviers qui fonctionne le plus, alors Plan Ecophyto en métropole, n'a pas atteint tous ses objectifs. Par contre, il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres moins bien. Mais parmi ce qui a fonctionné comme levier de progrès, c'est notamment les fermes, ce qu'on appelle les fermes défis, les fermes de démonstration, où en fait, c'est chez les agriculteurs volontaires, on a mis en place des batteries d'essai, mais à taille réelle. C'est pas un champ de 1 mètre sur 1 mètre, mais c'est à la taille d'une exploitation, où on a testé des pratiques vraiment innovantes de protection des végétaux. Et ça a été un des leviers qui a le plus fonctionné. En Nouvelle-Calédonie, ce dispositif de ferme pilote n'existe pas encore. Ça serait un levier important. Pareil, c'est pas moi qui le dis, ça a été redit encore durant les assises au mois d'octobre. L'expérimentation sur des variétés tolérantes, on voit qu'aujourd'hui, on peut avoir des variétés qui sont moins sensibles à certaines maladies. Si elle est moins sensible, elle va mieux résister, etc. Donc, cette expérimentation, ce réseau de fermes pilotes, aujourd'hui, il n'existe pas encore en Nouvelle-Calédonie. J'en parlais tout à l'heure, mon président, on a discuté avec le gouvernement. Ça a été, je pense qu'il a été, lui avait l'air d'être satisfait d'avoir été entendu. Maintenant, les choses sont en train de se mettre en place. Mais c'est sûr que si on n'a pas des outils structurants, on restera dans ce débat un peu stérile de dire telle liste, telle liste. Et c'est pas, le fond du problème, c'est pas telle liste ou telle liste, c'est comment on accompagne les agriculteurs dans une démarche de progrès, quoi. Françoise Kerjouan, vous l'entendez ça? Oui, je l'entends, mais je dis, il y a urgence, il faut faire vite. Je rappelle quand même que les premiers problèmes qu'on a rencontrés, en l'occurrence donc sur les pesticides, doivent dater de 2006 ou 2007. Donc on a une dizaine d'années de retard. Vous y faisiez référence, Clément Gandet, et on terminera probablement là-dessus. Il y a eu fin d'année dernière les assises du développement rural avec cette question des pesticides, cette question finalement de l'agriculteur, de son environnement, de son avenir. Est-ce que là, il y a une vraie prise de conscience, selon vous, globale de cette utilité et de ce que doit être l'avenir du monde agricole? Clément Gandet. La prise de conscience, c'est qu'aujourd'hui, on le voit bien. Même un exemple, c'est regarder aujourd'hui les rayons des fruits et légumes des magasins. On voit que c'est quand même assez pauvre. J'allais dire, je cherchais un mot, j'avais dévasté, mais c'est peut-être un peu fort. Il y a peu pauvre et gentil. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a peu de production locale, donc l'import est ouvert, mais même, j'ai envie de dire, les importateurs. Aujourd'hui, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, puisque c'est de là que viennent l'essentiel des produits, il n'y a pas toujours ce qu'on veut, etc. Et ils ont les mêmes cycles de saison que nous. Donc si on veut réellement avoir la main mise sur notre autonomie alimentaire, il faut pousser la production locale et par rapport aux bonnes pratiques, à la prise en compte des attentes des consommateurs, c'est plus facile d'actionner des leviers sur la production locale que sur l'import. Et pour finir, aujourd'hui, je pense que le monde agricole, d'ailleurs ça prouvé par la participation et les demandes des agriculteurs durant différentes réunions ou d'autres, sont demandeurs d'être accompagnés. Il y a des initiatives. Ce que fait par exemple le réseau Repère avec des méthodes alternatives. Voilà, quand je parle des fermes qui ouvraient leurs exploitations, je pense effectivement à ce réseau d'agriculture responsable qui a ouvert justement pour inviter les agriculteurs à rentrer dans leurs exploitations, à voir comment ils travaillent. Il y a également aussi les producteurs en agriculture biologique qui structurent. Donc il y a un mouvement de fond dans l'agriculture calédonienne d'évolution. Les producteurs, on n'est plus dans les années 50-60 où on balançait. Il y a des évolutions de l'agriculture. Le niveau de formation qui augmente. L'année dernière, on a fait plus de 220. On a formé plus de 220 agriculteurs. Enfin, on a formé 220 agriculteurs à la formation Certifito. Donc qui, sur la base du volontariat, sont venus se former à l'utilisation des produits phytosanitaires pendant 3 jours.
Donc le monde agricole évolue et il faut lui donner, l'aider sur les leviers pour continuer cette évolution. Il n'y a pas, juste pour finir, il n'y a pas un blocage. On a l'impression d'un monde sclérosé parce qu'on parle que de produits et de listes. Et en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Françoise Kerjouan, on l'a compris, pour vous, ça ne va pas assez vite. Est-ce que malgré tout, vous pensez que le mouvement est enclenché ? Écoutez, on jugera sur résultat. J'entends effectivement que les choses bougent. Pour nous, elles ne bougent pas assez vite. Moi, je rappellerai que le consommateur, on lui demande de s'alimenter avec des fruits et légumes qu'il ne trouve pas sur les rayons ou qu'il trouve à des prix absolument prohibitifs ou qui sont d'une qualité sanitaire non satisfaisante. Donc, du point de vue du consommateur, il y a un réel besoin, il y a une réelle demande. Du point de vue des écologistes, il y a une réelle demande aussi. Il ne s'agit pas non plus de produire n'importe comment et à n'importe quel prix et quel coût, y compris environnemental. Donc maintenant, nous jugerons sur pièce, j'allais dire. Il faut effectivement s'engager maintenant, mais il faut qu'il y ait une véritable volonté politique en plus de la volonté des agriculteurs. Ce sera le mot de la fin. Françoise Kerjouan, Clément Grandet, merci d'avoir accepté de venir débattre sur NC Première. Un face-à-face que vous pourrez réécouter dimanche à 17h sur nos ondes, ainsi que sur notre site internet www.ncpremière.nc. Bon début d'après-midi en notre compagnie. Restez à l'écoute. Musique, tout de suite sur la première.